25 minutes de tribune avec vraiment des experts donc, du social media, des médias sociaux donc, et puis du bad buzz. Le bad buzz, tout simplement, déjà pour qu'on se mette d'accord et qu'on sache ce que c'est tout simplement un bouche à oreille négatif sur le web et sur les médias sociaux. On peut considérer qu'il y a bad buzz dès l'instant où il devient visible. Mais quand on parle de bad buzz, on peut penser à des tas de types de bad buzz, bien sûr dans le domaine économique et de l'entreprise, mais aussi dans le domaine politique ou dans le domaine des personnalités. On pense à Galliano, on pense à Weiner, on pense à un ensemble de cas comme ça qui se sont présentés. Donc il y a bien différents types de bad buzz. Je vais demander tout de suite à Lucille Mera, c'est quoi les différents types de bad buzz? Donc, bonjour à toutes et à tous. Lucille Mera, consultante social media. Donc, déjà, en effet, il y a différentes typologies de bad buzz. On a pour la plupart connu les bad buzz sur Facebook, sur le social media, avec la mauvaise expérience qu'a rencontrée Nestlé, en tout cas qui a été organisée par Greenpeace, qui remonte maintenant à février 2010. Donc, la question, c'est entre le petit bouche à oreille négatif, qui va durer 2 jours sur Facebook, où une page va être prise d'assaut, et la crise, la gestion de crise qui va également transparaître dans les médias dits traditionnels. Il y a en effet toute une échelle. Il y a toute une échelle, différents degrés, où il n'y a pas les mêmes impacts et évidemment les mêmes implications. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut voir entre 2010 et 2011, c'est plutôt une augmentation du risque qui est liée, amplifiée par les médias sociaux, où ce qui se passe dans les médias traditionnels va être relayé sur les espaces sociaux. Je pense à Monoprix, je pense également à Guerlain, mais on va pouvoir, à mon avis, en discuter autour de cette table ronde. William, j'aimerais bien que vous me citiez un petit peu justement des différents cas de bad buzz. William, un cas de bad buzz. On les a tous. Enfin, ces cas de bad buzz deviennent aussi des cas d'école finalement. On les connaît bien, notamment Nestlé. Ce que l'on constate, c'est effectivement le fait que, avec le cas Nestlé notamment, on a parlé de Facebook dans un conseil d'administration et c'est ce qui a vraiment changé la perception des grands groupes, des grandes entreprises, des multinationales par rapport à l'utilisation des médias sociaux et le pouvoir que pouvaient justement avoir ces médias par rapport au fait que ça peut déclencher justement des crises beaucoup plus larges et beaucoup plus importantes. Et puis, autre chose également, c'est le fait que le bad buzz peut être déclenché, peut être utilisé, notamment, on pense à Greenpeace, qui a vraiment bien utilisé ces mécaniques de viralité pour aller titiller. C'est donc Greenpeace qui attaque Nestlé, mais Greenpeace qui attaque Volkswagen, ou Greenpeace qui attaque Facebook, ou des banques ou autres. Mais en fait, ils ont bien compris le principe justement d'utiliser cette arme-là, cette mécanique-là. Et puis une troisième chose, c'est le fait que aussi on peut fabriquer du bad buzz. Et on constate souvent des community managers ou en tout cas des gens du métier, des experts du social media qui viennent justement attaquer ou en tout cas tester, on va dire, les pages Facebook des concurrents ou d'autres marques qui se lancent justement sur les médias sociaux. Ça a été le cas pour McDonald's qui a eu comme ça des attaques venant des gens du métier. Donc voilà, ce que je veux dire par là en tout cas, c'est de bien observer, de bien analyser évidemment d'où viennent ces différentes attaques et de bien les comprendre. Ça c'est mais on va pouvoir en parler un peu plus. Vous avez abordé Nestlé, mais Bruno, peut-être vous pouvez nous parler justement du cas Nestlé Greenpeace. Je vais pas. Bonjour, je suis Bruno Clément du groupe Public System Hopscotch. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne vais pas vous parler du cas Nestlé parce que vous en avez forcément tous entendu parler. C'est un cas fondateur. Ce que je peux dire simplement, c'est que pour nous, agences de communication, experts en social media et en monitoring, il y a eu un avant et un après Nestlé. Donc c'était un bad buzz pour Nestlé, c'était plutôt un bon buzz pour les agences. Clairement, il y a une vraie prise de conscience qui s'est passée après ce cas finalement de se rendre compte que
Facebook, c'était pas un petit sujet, qu'il fallait le traiter de manière très très sérieuse. Et du coup, les annonceurs ont commencé à débloquer des budgets, ont demandé aux agences de réellement mettre en place des véritables méthodologies, un véritable travail de monitoring et d'investigation. Moi, je voudrais juste, juste pour repréciser ce qu'est le bad buzz, c'est qu'en fait, il faut d'abord se dire, c'est quoi le buzz ? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, le buzz, c'est finalement le différentiel entre ce qu'on a acheté et ce qu'on obtient. Voilà. Donc, le bad buzz, c'est le yin du yang, hein. C'est ce différentiel, mais qui devient négatif. Il y a, de mon point de vue, deux grands types de cas de bad buzz. Il y a le bad buzz qui est un bad buzz marketing. Donc, je suis une marque, je produis un contenu en espérant qu'il soit le plus viralisé possible. Et quand ça marche bien, c'est super, ça donne Tipex. Nous, on a produit avec Even le cas Samsung, par exemple, sur le lancement du Galaxy 2, qui a généré énormément de buzz très récemment. Et quand le contenu est pourri, forcément, ça génère du bad buzz. Et il y a un deuxième cas de bad buzz qui est effectivement le cas de bad buzz incontrôlé, où finalement j'ai une page Facebook, je ne sais pas trop pourquoi j'y suis, je suis sur Twitter, je ne sais pas trop pourquoi j'y suis, et puis à un moment donné, je me fais attaquer par un concurrent, je me fais attaquer par une ONG, et si je ne suis pas préparé d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue organisationnel à répondre à ce genre de problématique, je peux rencontrer un véritable bad buzz. Voilà. D'accord, merci pour éclairer le sujet. Donc François Vogel de TBWA Smart, est-ce que vous pouvez nous donner, vous, un cas ou deux cas de bad buzz qui vous ont marqué ces derniers temps, ces 12-24 derniers mois? Bonjour, je voudrais vous parler d'un cas qu'on a vécu assez douloureusement, qui est le cas Malabar. Donc, vous en avez probablement entendu parler, peut-être, si vous suivez Twitter. Pour retracer ce qui s'est passé avec Malabar, nous accompagnons Cadbury, notamment sur leur produit Malabar. Et en mars 2011, il y a peut-être un événement qui aurait pu vous marquer, qui est Fukushima. Sur Twitter, en mars 2011, en tout cas pendant le jour où on a vécu le drame de Fukushima, les gens sur Twitter parlaient plus de Malabar que de Fukushima. Ce qui déjà permet de repenser un petit peu, de se poser la question de ce qu'est un bad buzz. C'est-à-dire vraiment, est-ce que Twitter est représentatif de l'actualité, vraiment des centres d'intérêt réels, de l'actualité au quotidien? Est-ce qu'on n'a pas parfois des vraies bulles qui éclatent? Donc voilà, Malabar était un trend topic. Ce qui s'est passé, c'est effectivement quelque chose de très grave. Malabar a changé son logo. C'est quand je vois la salle, je pense que vous avez tous au moins une fois mangé un Malabar, mais vous ressemblez plus à des consommateurs de Malabar d'il y a 10, 20 ans. Je ne sais pas si vous avez acheté un Malabar cette semaine, mais depuis mars, Malabar n'est plus le monsieur Malabar blond, musclé. Depuis mars, le logo de Malabar est un chat. C'est une décision qui avait été prise par Cadbury après des études marketing qui montraient que le logo ne parlait plus à leur cible étant les enfants de 8 ans. La réaction au changement de logo a été extrêmement violente. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été perçue, puisque tout le monde en parlait. Je ne parlerai pas des consommateurs, mais les influenceurs, les relais d'opinion ont vraiment crié au scandale. Ce nouveau logo est en honte. Alors, dans le cas de Malabar, on a effectivement un attachement fort. On a un logo qui existe depuis 42 ans et tout à coup qui n'est plus en phase avec les consommateurs. Et donc là, on s'appuie sur des études marketing. Ensuite, on a un bad buzz qui correspond à des réactions de gens qui ne sont pas nécessairement les consommateurs. Et je pense que c'est un point qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Vous pouvez avoir un bad buzz qui ne va pas avoir d'impact sur vos ventes. La preuve, c'est que Malabar, les ventes de Malabar sont en augmentation depuis mars. Donc il faut bien différencier effectivement un bad buzz qui va durer une semaine, 2 semaines, et qui va toucher 1500, 2000 personnes qui vont s'exprimer énormément. Oui, ça laisse des traces. Lorsque vous cherchez aujourd'hui Malabar, vous avez des gens qui parlent énormément du nouveau logo en disant qu'il faudrait changer le nouveau logo. À côté de ça, on a des enfants de 8 ans qui continuent à acheter le chewing-gum de plus en plus. D'accord, très bien. Un cas que vous avez géré, sinon RATP, je crois. Oui, c'est plus un cas qui aurait pu être un cas de bad buzz. Donc dans le groupe, on a une agence qui est spécialisée dans la veille d'opinion qui s'appelle Human to Human et qui a un client qui s'appelle la RATP. Donc forcément, la dimension veille monitoring est extrêmement importante quand on parle d'un sujet comme celui-là. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, au mois de mai dernier, il y a eu en fait une fausse rumeur qui s'est propagée
à la vitesse de l'éclair sur Twitter. Et en fait, cette rumeur, c'était quoi? Il y a eu en fait un incident voyageur. Un incident voyageur en langage RATP, c'est quelqu'un qui se jette sous un train. Donc Port des Lilas. Et donc c'est le 11, il est 18h. Et il y a des gens qui ont Twitter dans le wagon. Et on ne sait pas trop comment cette information est arrivée, mais en tout cas quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, vous pouvez le retrouver si vous voulez, sur Twitter, publie accident très grave sur la ligne 11, collision entre deux trains Port des Lilas. Donc il faut savoir qu'à la RATP, il n'y a jamais eu ce genre d'accident, et évidemment, lorsque vous prenez le métro, il est hors de question que vous puissiez avoir en tête qu'il puisse y avoir ce genre de choses. Donc c'est quelque chose de pris très au sérieux. Il est 18h, à 18h10, ce tweet est relayé des centaines de fois, et on voit vraiment un pic d'audience, tant et si bien que les journalistes commencent à avoir l'information, le buzz monte, et du coup nous on monitore en temps réel ce qui se passe sur la RATP. On voit qu'à un moment donné le hashtag RATP remonte, on prévient la RATP qui se rend compte qu'il y a effectivement un vrai problème. Les journalistes commencent à affluer, il est 18h10, et commence à y avoir un véritable buzz. Corroboré en plus que l'incident technique a été affiché officiellement sur la page de la RATP. Il est 18h15, ce qui est normal puisque quand il y a l'incidence technique. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, c'est ça qui est super intéressant, c'est que comme on est en monitoring temps réel, on peut réagir évidemment très rapidement. La RATP, c'est une équipe aussi courte, ils sont 5, en tout cas à l'époque ils étaient 5, et qu'on a bien cartographié les différentes parties prenantes. On a évidemment identifié, on connaît tous les journalistes qui peuvent relayer l'information. On leur a répondu de manière directe et unilatérale sur Twitter en leur expliquant que c'était une fausse information. On a identifié évidemment la source du problème, donc la fameuse personne. On l'a pris entre quatre yeux. On lui a expliqué que quand on tweet, on a aussi une responsabilité sociale, surtout sur ce genre de choses. Donc la fameuse personne a tout de suite effacé ses tweets, commencé à expliquer que c'était pas vrai, etc. Mais le feu avait pris. Donc du coup, on a identifié l'ensemble des gens qui avaient relayé l'information et on leur a pris un à un, on leur a communiqué un à un pour publier un démenti. Parallèlement à ça, il y a eu un démenti officiel qui a été fait aux alentours de 18h20 et le feu a été éteint aux alentours de 19h. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de ça, en tout cas en termes de bénéfices, c'est qu'il n'y aurait pas eu le monitoring temps réel, il n'y aurait pas eu une capacité de prise de décision réelle et très rapide et d'interaction très rapide des gens de la RATP. On aurait pu avoir une vraie sale rumeur vraiment pas bonne à gérer qui aurait pu être très mauvaise pour l'image de la RATP. D'accord, merci. François, tu voulais réagir à l'interpellation justement sur le budget Malabar chez TBWA, parce que apparemment c'est insistant. Les intervenants pourraient-ils répondre aux questions? Donc je relis le tweet. Mon analyse ne serait pas la même si nous avions conservé le budget. Nous avons conservé le budget, BDDP s'occupe encore de la partie publicitaire et aujourd'hui Cadbury ne s'exprime plus sur Facebook. Donc il y a une phase de monitoring aujourd'hui et on regarde ce qu'il se passe. Effectivement, Bubalou a été cité. Alors je suis désolé de monopoliser un petit peu la parole avec le cas Malabar. Mais pour revenir sur ce qui s'est passé, la mascotte qui a été choisie est celle de Malabar qui existe dans beaucoup de pays en Europe. Et donc il y a eu une uniformisation de la mascotte. Malabar, c'est 330 millions de chewing-gum produits chaque année. Quand le bad buzz était en fait de dire, écoutez, Cadbury n'a rien compris aux médias sociaux. Aujourd'hui, une entreprise comme Cadbury, quand elle s'aventure sur les médias sociaux, doit proposer à ses consommateurs de choisir son logo. Et donc, on a vu naître beaucoup de propositions très intéressantes, comme le fait qu'on doit soumettre tous les logos aux consommateurs, qu'on doit faire un concours pour choisir le meilleur logo. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit qu'il va falloir arrêter les métiers du marketing tels qu'on a l'habitude de les faire. Il va falloir vraiment soumettre... Alors je propose même peut-être que demain on puisse engager un directeur marketing pour Cadbury de façon collaborative et qu'on soumette les CV sur Facebook peut-être. Non, en fait, vraiment, les choix qui sont faits sont des choix marketing très rationnels. Et on ne va pas réemballer 330 millions de chewing-gum parce qu'il y a effectivement un bad buzz pendant une semaine. Lucille, un petit commentaire. Et puis après, on est interpellé sur le cas ERAM aussi, que
personnellement, je ne connais pas. Donc, je vais essayer de rebondir. Donc, tout d'abord sur ce qu'a dit Bruno au sujet de la rumeur. En effet, ça c'est un phénomène qui est amplifié. On l'a encore vu cet été avec la Société Générale et on a vu les dégâts. Donc, d'où l'importance évidemment de surveiller ces signaux faibles et de pouvoir les évaluer à leur juste titre pour pouvoir y répondre avec réactivité. Par rapport à Malabar, moi j'ai une autre vision. Après, j'ai pas la vision interne et la réalité des relations annonceurs-agences. Mais ce qui est important, c'est bien de distinguer la différence entre un fan, un consommateur, un prescripteur dans l'achat. Évidemment, si le consommateur final, ça reste un enfant de 8 ans, quid d'être sur Facebook. Facebook, pour rappel, il faut avoir 13 ans pour s'inscrire. Donc c'est là où le fan n'est pas nécessairement le consommateur ou l'utilisateur final, mais peut-être l'adolescent ou la personne qui a 30 ans, qui a mangé des chewing-gums Malabar et pour qui Malabar, ça reste le mouse costaud. Après, par rapport à toutes ces identités graphiques, ces changements de logo, c'est des choses qui avaient déjà été rencontrées par Gap, par Starbucks, et on a une véritable résistance au changement. Et ça, c'est un vrai phénomène qu'il faut appréhender vis-à-vis des consommateurs qui campent sur leurs habitudes. Évidemment, ce ne sont pas aux consommateurs de décider une stratégie marketing. Ça, c'est une évidence. En revanche, je pense qu'il faut accompagner ce changement-là. À notre époque, Twix ne s'appelait pas Twix, ça s'appelait Raider. Personne n'en est mort, c'est évident. On s'en souvient même plus. Et pourtant, c'était un choc à l'époque. Et on a également, en effet, comme vous le soulignez, le phénomène GrowQuick qui a entraîné énormément de groupes, de réactions sur Facebook. Donc c'est vrai qu'il faut appréhender ça, ces comportements-là, qui peuvent sembler un petit peu invraisemblables, mais pas tant de ça, parce que dans la notion de fan, on a cette notion d'attachement au capital sympathie à la marque. Pour rebondir sur donc Eram, et c'était une question qui est posée, donc Eram c'est un cas assez récent. Alors je ne parlerai pas de bad buzz pour Eram, je parlerai plutôt de buzz, et je pense que c'est quelque chose qui est plutôt choisi et qui est plutôt orchestré dans ce sens-là. C'est-à-dire pour ceux qui ont bien vu la nouvelle campagne d'Eram, la nouvelle campagne d'Eram, campagne pub qui est sortie, donc print, etc. C'est une campagne donc sur le concept de la famille c'est sacré. Donc on touche déjà à un tabou, quelque chose d'assez personnel qui est cette idée et cette représentation de la famille, avec une représentation qui ne va pas être classique, qui ne va pas être la famille standard, mais au contraire on va mettre en avant des nouvelles formes de famille. Donc famille monoparentale, avec évidemment des accroches plutôt provocantes, qui correspondent plutôt à l'ADN publicitaire de la marque Eram. Donc réaction, les réactions elles ne sont pas fait à attendre, donc sur Twitter et également sur Facebook, où on a eu toutes les communautés catholiques qui ont crié au scandale, mais pas que. Donc par rapport à cette forme de famille qui est représentée et à ce sujet qui est plus sociétal, sur lequel la marque choisit de se positionner. Il faudrait poser la question à Eram de savoir s'ils ne l'ont pas fait volontairement justement pour créer un buzz qui finalement est peut-être pas aussi négatif. Je voudrais enchaîner avec William sur un autre cas concret. Je termine, je boucle aussi un petit peu sur Eram. Je rapprocherais beaucoup le cas Eram de ce que faisait Benetton dans les années 90. C'est assez proche, c'est assez similaire dans la méthode. Maintenant, Benetton ne disposait pas des réseaux sociaux et du bruit que cela peut générer, mais je pense qu'on est un petit peu dans la même dimension. Un cas pour évoquer aussi la bascule lorsque on parle de bad buzz, eh bien la bascule c'est de tomber dans un problème de réputation, donc de irréputation. Et effectivement, ce cas, c'est d'illustrer le fait qu'il y a une vraie convergence des différents métiers techniques, pratiques du web, à savoir le fait de, pour illustrer donc ce cas, c'est une chaîne d'hôtellerie qui est attaquée sur le net par ses salariés, et il y a un site qui est mis en ligne et qui est visiblement vraiment là pour nuire au référencement de la marque. Et par conséquent, la réponse qui a été mise en place, c'est de fabriquer du contenu. Donc, pour fabriquer du contenu, c'est effectivement de scanner tout ce contenu négatif qui est publié, d'en tirer les mots-clés, de refabriquer du contenu positif.
et de republier ce contenu positif sur des espaces type blog, type Twitter, type Facebook. Et donc les compétences techniques dont je parlais, c'est effectivement des experts SEO, c'est du référencement, c'est de l'analyse et de vraiment très, très fine de tous ces mouvements pour pouvoir répondre clairement et correctement à ce problème de réputation, donc de référencement, puisque finalement c'est le référencement Google qui fait un peu la loi d'une certaine manière. Alors non, il n'y a pas de censure. J'ai vu, il n'y a pas de censure des questions. On ne peut pas prendre toutes les questions et on essaie de rester cadré sur notre système bad buzz. Donc, mais vous avez le droit de faire du bad buzz sur Up Forum. J'ai vu s'afficher cela. Moi, je voudrais que vous nous donniez, pour quand même que cet atelier reste, ou cette table ronde reste assez pratique, c'est des conseils pour anticiper. Je vais commencer par Lucille, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait. On est une marque, on est une entreprise, une institution. On sait bien qu'on peut être exposé à des risques divers et variés. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper? Alors, en effet, c'est essentiel d'anticiper. Comment on fait? Comme le disait donc Bruno, déjà être au courant de ce qui se dit. On ne peut pas voir arriver une attaque ou des critiques si on ne surveille pas ces signaux faibles, si on n'est pas en mesure d'analyser leur portée, le risque, si on n'est pas déjà à l'écoute des consommateurs, mais pas seulement des consommateurs, de l'opinion publique. Donc ça, c'est un premier point, et ça, on peut le faire avec une veille pointue, avec du buzz monitoring, avec différents outils, et surtout analyse. Donc, première chose. Également, être préparé sur les comportements. Et ça, j'insiste là-dessus. Les comportements en ligne, c'est extrêmement important de comprendre cette culture du web social, de comprendre les dynamiques. Les gens ne fonctionnent pas, ne réagissent pas de la même manière quand ils sont seuls, quand ils sont face à face, que quand ils sont cachés dans l'ordinateur, quand ils sont au sein d'une communauté. On n'a pas les mêmes réactions. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ça et que ça ne soit pas seulement un travail de community manager qui soit capable de l'appréhender, mais également que les messages puissent passer en interne chez les annonceurs pour être en mesure de prendre les bonnes décisions et d'agir en toute réactivité. Et puis, évidemment, que ce soit dans un cadre de bad buzz ou de gestion de crise, il y a un facteur temps qui est extrêmement important. Donc tout l'enjeu derrière, c'est la circulation de l'information, la rapidité avec laquelle il faut être en mesure de prendre une décision, de savoir est-ce qu'il faut éteindre un feu, comment on réagit, et évidemment, il faut être équipé pour ça. D'accord. Bruno, je pense que... Alors, tout a été dit, je pense, grosso modo, mais moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je mets vraiment l'accent sur le fait, chez nos clients, qu'il y a un vrai besoin de formation et d'acculturation interne. Et j'ai toujours une image que j'aime bien utiliser, qui est de dire qu'aujourd'hui, un Facebook, ou Twitter, mais Facebook en particulier, c'est une Formule 1, quoi. C'est une Formule 1 communautaire. Et est-ce que vous auriez envie de communiquer, de donner les clés d'une Formule 1 à un jeune conducteur inexpérimenté, je pense pas. Donc, et c'est d'autant plus vrai que la croissance et l'interaction et les possibilités d'interaction sont encore plus actives. Donc, évidemment, il faut prévoir les scénarios. Évidemment, il faut que les gens qui s'occupent des pages Facebook, qui s'occupent de la gestion quotidienne, du management de la relation avec leurs clients, les fans, etc., soient extrêmement bien formés, connaissent extrêmement bien le sujet, puissent avoir une interaction directe avec les directions générales, enfin, en tout cas les décisionnaires, et que les circuits soient le plus court possible pour éviter les sorties de route. Voilà. William, pour anticiper Pour anticiper, effectivement, c'est la connaissance, bien entendu, le fait d'écouter, d'observer, ça on l'a dit, de mettre en place les outils nécessaires qui vont permettre d'auditer, de bien comprendre sa communauté, et en tout cas la communauté sur laquelle la marque ou l'entreprise est en contact, en relation, et effectivement aussi de donner les clés d'une certaine manière aux personnes les plus compétentes. Alors effectivement, on a eu tendance jusqu'à présent à confier ce genre d'activité à des stagiaires. Alors les stagiaires, je ne suis pas en train de dire qu'ils font du mauvais travail, mais ce n'est pas à eux de prendre la responsabilité de porter la voix de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Bien entendu, c'est aussi de réduire au maximum les prises de décision de manière à ce que le community manager
manager, la personne en charge de ces différents espaces puisse réagir rapidement. On est dans le temps réel, on l'a dit, donc de pouvoir justement proposer et amener une réponse précise et aussi de faire preuve de patience, de pédagogie. Voilà, donc il y a aussi certaines qualités humaines et relationnelles à avoir avec ces différents publics. Donc voilà, et chaque cas étant particulier, on est souvent dans des cas qui sont liés à la relation client, donc patience, etc., diplomatie, mais aussi des cas qui vont être des cas autres qui ne sont pas si liés que ça à la relation client. On va parler des moyens de réaction après, mais toujours de l'anticipation, François, ou sur la réaction à un tweet. Encore une réaction Malabar. En fait, c'est lié aussi ma réponse sera liée aux anticipations. Il ne faut jamais traiter les médias sociaux à part. C'est-à-dire que je pense que le plus grand risque, et ça répond aussi à la question, est-ce que le bad buzz est une nouvelle poule aux œufs d'or pour les agences? Considérer qu'on va confier à une agence de médias sociaux la gestion d'un buzz, d'un bad buzz, et la faire travailler dans son coin, c'est vraiment, ça revient à mettre un ballon sur le nez du notari et à se dire qu'on est en train de faire un grand spectacle. Il faut absolument travailler avec les gens, les gens qui gèrent la crise au sein de l'entreprise, les gens qui font du marketing, le service client, la relation client, le CRM. Et il y avait une question sur ce que l'on conseillerait pour le triste buzz qui est sur l'agression d'un contrôleur à la SNCF. Très sincèrement, c'est absolument pas une agence de médias sociaux, là, sur scène, de vous dire ce que je conseillerais. Ce que je conseillerais, c'est d'abord de discuter avec l'ensemble des parties prenantes de la SNCF. Il y a des syndicats qui sont impliqués, c'est une véritable gestion de crise. Donc, je pense que pour anticiper, la première chose à faire, c'est de ne pas oublier tout ce que vous avez tous appris à faire auparavant. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui existent depuis des dizaines d'années, notamment dans la gestion de crise, dans l'approche publicitaire, dans les études marketing, et ne pas se dire que les médias sociaux, tout à coup, certes, ils ont fait évoluer, mais ils n'ont pas cassé tout ce qu'on savait avant. Les gens, les consommateurs ont des réactions qui sont plus visibles, mais il ne faut surtout pas se dire qu'on doit revoir l'ensemble des recettes qu'on avait imaginées, avec lesquelles on travaillait. La gestion de crise, c'est de la gestion de crise. Il y a des agences qui font de la gestion de crise. Se dire qu'une agence médias sociaux peut tout régler, c'est une erreur. Elle doit travailler avec les autres agences. Alors justement, puisqu'on est là on rentre directement dans le sujet suivant, c'est comment faire pour réagir en cas de bad buzz. Quelles sont les actions que vous recommandez dans votre agence déjà aux clients en disant voilà, d'abord, est-ce qu'il faut toujours réagir? Non. Pour tous ceux qui ont déjà eu à gérer une crise, il faut savoir vous dire comment est-ce qu'on réagit à une crise. Tout dépend évidemment de la crise, tout dépend évidemment du bad buzz. Pour certains buzz, on dirait que c'est déjà un buzz. C'est-à-dire que pour certains bad buzz, c'est déjà un buzz. C'est-à-dire qu'il y a des marques dont on parle parce qu'il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on a 1500, 2000, 3000 personnes qui tout à coup, pendant une journée, ont donné de la visibilité à cette marque. Derrière, s'il y a effectivement un problème avec le produit, s'il y a un impact sur les ventes, là, c'est vraiment une réaction qui est beaucoup plus globale. En réaction, je pense que la véritable chose à faire, c'est de prévoir des indicateurs. C'est se demander quand est-ce qu'on est en train de faire face à un bad buzz qui va devoir qui va avoir comme suite des vrais changements dans l'entreprise et des indicateurs chiffrés surtout. Est-ce que ce sont les ventes? Est-ce que c'est le nombre de commentaires? Est-ce que c'est le nombre de commentaires que l'on peut identifier comme venant de consommateurs? C'est pas forcément uniquement sur Facebook. Si on est dans le tourisme, il faut regarder par exemple sur TripAdvisor souvent. Donc vraiment, la principale chose à faire, c'est de suivre en permanence et de mesurer, de savoir ce que l'on mesure et quel est l'impact ensuite sur la stratégie. Je vais poser la même question à Bruno, mais juste avant de vous poser la même question, je veux juste marquer stagiaires, les experts de demain. Je suis donc président du Syntec, conseiller en relations publiques. C'est un sujet qu'on avait abordé un jour en conseil d'administration et on s'était rendu compte que la moitié des patrons présents étaient tous d'anciens stagiaires. Donc il y a de l'avenir pour les stagiaires. Je ne sais pas qui est-ce qui a posé la question. Et moi j'ai commencé il y a 20 ans en tant que stagiaire. Un autre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'était sur la réaction. Moi, je crois que je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, c'est que le vrai juge de paix, de manière générale, c'est mon point de vue, c'est les ventes, ni plus ni moins. On a un de nos clients qui s'appelle Norge. Norge, au Public System, c'est les producteurs de saumon en Norvège. Il faut savoir que c'est les plus gros producteurs mondiaux de saumon, puisqu'ils alimentent 80% de la planète en saumon. Et donc, il y a tout un monitoring mondial qui est mis en place sur les thématiques pêche durable, toute la dimension écolo, etc. Et en France, où on est particulièrement des gros consommateurs, on est régulièrement attaqué, Norge est régulièrement attaqué sur des problématiques de santé alimentaire,
qualité de l'alimentation, etc. Notamment par des attaques qui viennent de médias puissants comme la télévision ou la presse, etc. Le choix qui est fait et qui est totalement assumé par Norge, c'est que tant que ça n'a pas un impact sur les ventes, en volume, là je parle voilà, on ne bouge pas. C'est-à-dire que le directeur marketing de Norge est un ancien proctérien, donc je pense qu'il sait de quoi il parle. L'idée est de dire que oui, effectivement, à chaque fois qu'M6 publie un reportage un peu pourri enfin soi-disant pourri sur la manière dont on élève des saumons en Norvège, eh bien à chaque fois il y a un pic sur Twitter. À chaque fois il y a des blogs qui relaient l'information. Puis derrière, nous on a les chiffres Nielsen, quoi, et on regarde concrètement est-ce que ça agit sur les ventes. Non. Donc tant que ça n'agit pas sur les ventes, des fois il faut mieux rien faire plutôt que d'essayer d'alimenter ce qui n'est pas réellement une polémique. Voilà. Les opinions n'attaquent pas toujours l'image. Tout à fait. William, comment réagir ? Comment réagir, effectivement. Bien évidemment, on appelle ça en communication de crise le risk management, donc d'établir un certain nombre de guidelines qui vont être des outils pour se préparer à toute éventualité, d'une part, mais aussi, effectivement, ce n'est pas une nécessité que de réagir. Si le community manager est là et qu'il gère bien sa communauté, ou en tout cas la relation avec ses différents publics, il n'y a pas de raison que le bad buzz, il peut être géré, donc il peut passer. On passe d'un buzz, ce mot on l'a beaucoup prononcé, c'est un peu, on peut passer d'une rumeur à une autre et gérer ces différentes petites rumeurs sans que cela impacte justement les ventes ou en tout cas le trafic en magasin ou autre. On peut aussi, on l'a évoqué, le fait qu'on peut aussi utiliser une mauvaise rumeur et la retourner à bon escient pour faire en sorte que ça soit oublié et que ça soit pris avec un ton humoristique. J'ai en mémoire la manière dont Ségolène Royal a géré son site, qui avait beaucoup justement été critiqué, beaucoup de bad buzz autour de ce site qui était effectivement assez raélien. Mais voilà, le fait de le prendre avec un peu de dérision, un peu d'humour, etc., ça a retourné la situation et finalement on n'en a pas plus parlé que ça par la suite. Donc voilà, c'est du discernement, c'est de l'analyse, et puis en fonction de ce que les éléments d'analyse nous remontent, c'est de mettre en place les bons dispositifs. Soit on réagit, soit on ne réagit pas, effectivement. Lucille, je vais vous demander quelques mots de conclusion, mais juste avant, je vois une question. Et si on inversait le débat, comment lancer un bad buzz? Des conseils pour lancer un bad buzz? Je vais bien répondre. Hein. Oui. Le buzz, c'est une question de contenu. Hein. Donc, pour lancer un bad buzz, il faut produire un contenu de merde. Voilà. Et on a l'exemple de Vite, voilà. qui est assez récent. L'exemple de Vite, par exemple, personne n'est bon. Vous avez vu la campagne Mon Minou et Toudou? Non? Pour une crème épilatoire destinée aux parties intimes. Regardez dans Google, vous allez voir ce que c'est. Voilà, vous verrez immédiatement les réactions. C'est un exemple assez... ça durait 3 jours, donc là, 3 jours. pour le coup, il y a une perte sèche. Alors, je voulais rebondir par rapport aux réactions. Globalement, déjà, par rapport à ce qui a été dit, il ne faut pas confondre publicité et influence. Pour mesurer les ventes, ce n'est pas nécessairement sur l'influence qu'on va pouvoir mesurer l'impact. On est plus sur de la réputation, sur de l'influence que sur du volume. Et évidemment, aujourd'hui, c'est très compliqué de juger ça, partant du principe que je connais très peu de marques qui communiquent que via les médias sociaux. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, globalement, sur les cas de buzz ou de crise qu'on a pu observer, un temps de réaction qui a été très souvent trop long, donc facteur temps aggravant. Et surtout, le premier point, déjà, c'est de prendre en compte, c'est-à-dire de dire, OK, on entend vos critiques, on a le droit de ne pas être d'accord, mais on les entend. Et je pense que déjà, si on a cette posture-là, avec un peu d'humilité, juste de dire, nous, on joue le jeu de la conversation, donc pas juste pour prendre le meilleur, les gens sont entendus. Donc il y a déjà une satisfaction où je peux m'exprimer en tant qu'utilisateur, consommateur. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un second point, pardon. Également, ce que j'ai pu remarquer, c'est, et ça je voulais rebondir sur ce qu'a dit François, et c'est très vrai, c'est évidemment, c'est pas avec les médias sociaux que s'invente le nouveau métier qui est de la communication de crise. En revanche, de plus en plus, la communication de crise va passer par ces canaux-là, parce que le social media, c'est quoi? C'est juste les gens.
Donc c'est là où on n'est pas dans une même approche, où on fait une bannière et hop, tout fonctionne, on est sur de la technique, on est sur de l'humain, on est sur de la gestion de personnes. Donc évidemment, une complexité moins évidente à gérer. Par rapport à la gestion de crise un peu traditionnelle, avant c'était confié à de la communication institutionnelle. On allait parler à des publics, donc institutionnels, corporate, journalistes, financiers. Aujourd'hui, on doit faire une gestion de crise qui est de plus en plus grand public. Et très souvent, les réponses que j'ai vues, les réactions, et notamment le cas Guerlain, se contentent d'avoir une approche très corporate, où on va sortir un espèce de communiqué, sauf qu'on va le mettre sur Facebook. Donc on va le mettre en face de consommateurs qui, eux, vont pas avoir la même appréhension. Et si on veut conclure, on conclut, d'accord. Mot de conclusion. Pour conclure, en fait, ce qu'on peut véritablement observer, et ça c'est quand même des évolutions, c'est le comportement des consommateurs et des utilisateurs, où on a des personnes de plus en plus averties au code du marketing, de la communication, qui décryptent les messages. Alors vous le disiez, en effet, de temps en temps, on a des personnes du métier qui elles-mêmes viennent critiquer, commenter. On l'a vu sur un bad buzz dont on n'a pas parlé, mais qui a été aussi important, c'est pour le site France.fr, qui a fait plutôt scandale parce que c'est un site qui a été très long à sortir, à être mis en ligne, qui finalement a dû sortir le 14 juillet dernier, genre de l'année dernière, et qui a rencontré un bug au niveau des serveurs, donc qui a immobilisé le site pendant 1 mois et demi. Donc là, compte tenu du montant du site qui avait été publié par la presse, les réactions et les réactions des professionnels, du web, pas que, se sont fait évidemment voir sur la page Facebook et ailleurs. D'accord, mais juste 2 mots de François, et puis je conclurai, Delphine. Alors vraiment, en conclusion, je voudrais revenir sur ce qui est ce nouveau métier. Je pense qu'une des choses à retenir, c'est je pense que c'est notre responsabilité à toutes les agences d'arrêter d'essayer de vivre sur le risque. Il y a quand même tout un moment où je pense qu'on a vraiment agité le risque en disant vous risquez un bad buzz parce que les règles sont complètement nouvelles. Oui, les règles sont complètement nouvelles, mais je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas considérer qu'il faut changer tous les directeurs de la communication, qu'on a changé les métiers, et il faut quand même comprendre qu'à chaque fois, dans chaque cas, il faut faire confiance à des gens qui ne sont pas dans les médias sociaux pour aider à résoudre les crises et les bad buzz. Alors, juste le dernier mot là pour conclure là cette table ronde. Moi, je voudrais juste me référer à la table ronde d'avant. Isolus Cost, il disait en fait il faut, et je voudrais nous approprier ça dans le domaine de la communication sur les médias sociaux, c'est tout simplement faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. C'est une phrase que j'utilise souvent et que j'ai entendu dire donc par Isolus Cost tout à l'heure. Et puis j'étais heureux de vous entendre parler de la relation. J'étais dans un séminaire la semaine dernière international de relations publiques et Paul Holmes, que certains d'entre vous connaissent, disait les relations publiques sont plus fortes que la communication parce que justement c'est de la relation et tout existe au travers de la relation. C'est tout à fait vrai dans les médias sociaux, mais c'est vrai dans tous les domaines de la communication. Une marque n'est une marque que pour autant qu'elle entretient des relations avec ses publics. Voilà, peut-être juste ce mot en tant que conclusion. Merci à tous. Merci beaucoup Thierry, on peut applaudir les intervenants. Merci.